Bon, on y retourne. Le championnat du monde d'endurance, c'est une histoire fascinante. L'un des championnats les plus prestigieux du sport automobile. Il a été créé en 1953, il a rapidement grandi au point d'être aussi important que la Formule 1 aux yeux des constructeurs. Puis sa renommée a évolué au fil des règlements et à la fin des années 70, après une période un petit peu bordélique, c'est l'heure du groupe C qui est devenu roi. La formule parfaite pour l'endurance qui a conduit à un nouvel âge d'or. Un âge d'or qui est fortement menacé par les instances. Le championnat du monde d'endurance pourrait disparaître. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre mini-série. Reprenons. La FOCA a donc mis la main sur le championnat du monde d'endurance et des règles toutes plus absurdes les unes que les autres sont instaurées. Pour faire simple, les équipes n'ont plus le choix. De l'architecture moteur au boulanger du paddock, tout est contrôlé par Bernie Ecclestone et la FOCA. Bernard et Balestre veulent des moteurs atmosphériques 3,5 litres. Mais surtout, la FOCA gère les droits télé. Les constructeurs grincent des dents, tout comme la CO. La FOCA veut tous les revenus télé du championnat et surtout ceux des 24 heures du Mans, l'épreuve qui amène les constructeurs à s'engager dans ce championnat, mais c'est l'ACO qui gère cette course, alors logiquement, ils veulent leur part. Chacun tire la corde vers soi et un compromis est trouvé. Pour que le Mans reste au calendrier, les revenus télévisuels français et japonais iront dans les poches de l'ACO. Le reste, dans les poches de Bernie Ecclestone, donc la plus grosse part du gâteau. Bon, le Mans reste au calendrier 89. Du moins au début. Oui, parce que parlons-en du calendrier. Il a mis du temps à se stabiliser. Il y a plusieurs circuits traditionnels comme Spa, Fuji, Monza, Silverstone, Nürburgring. Sauf que la FOCA a fait augmenter les prix d'entrée du calendrier à tel point que la plupart des venues habituelles ne peuvent plus suivre. C'est trop cher, aussi cher que la F1. Donc pas de course à Monza ou Silverstone pour 89. De plus, la manche prestigieuse de Fuji est déplacée à Suzuka. Comme la F1. Malgré toutes ces aberrations, plusieurs constructeurs annoncent leur engagement en 3,5 litres. On a évoqué Peugeot dans l'épisode 2, mais il y a aussi Jaguar, Sauber ou encore Toyota. Donc que les gros constructeurs. Les plus petits qui font le charme de l'endurance ne pourront pas se le permettre. Bref, la saison 89 démarre donc à Suzuka. Les 962C sont vieillissantes, mais font de la résistance au Sauber C9 et au Jaguar XJR9. Les Jaguars connaissent d'ailleurs une saison un petit peu délicate avec un manque de réussite. Schlesser et Baldi remportent la première course, puis c'est le Yost Racing qui décroche la victoire à Dijon. C'est alors qu'on apprend que les 24 heures du Mans ne font plus partie du calendrier. L'ACO a revu son accord et préfère retirer son épreuve du calendrier du championnat du monde pour conserver ses intérêts. Coup dur pour le championnat. En revanche, pour les 24 heures, tout va bien. Du monde dans les tribunes, 55 engagés et une bataille à 3 entre Jaguar, Porsche et Sauber. C'est d'ailleurs les Suisses qui s'imposent et réalisent même le doublé. Mais ne croyez pas qu'Ecclestone et Balestre vont en rester là. 1989, c'était la saison de Sauber-Mercedes. Il remporte toutes les autres courses du championnat et il décroche tout naturellement le titre. Tout comme Jean-Louis Schlesser qui remporte le championnat du monde des pilotes. 3 constructeurs différents champions du monde en 3 saisons. C'est la preuve que le groupe C marche. Malheureusement, d'autres mauvaises nouvelles arrivent. Il est annoncé que pour 91, les courses feront 4 heures, parce que c'est télévisuellement plus rentable. Bon, la notion d'endurance devient toute subjective, et puis ça pose un problème de coût. Oui, parce que les ingénieurs sont d'accord sur une chose, il faudra 2 voitures. Une pour les courses normales et une pour les 24 heures du Mans. C'est n'importe quoi. Et pour les petits, bon courage. Ouais, bon courage, pas forcément, vu que Balestre et Ecclestone ont annoncé que les C2 disparaîtront. Bah ouais, des privés dans le paysage, ce n'est pas beau, ça fait pas pro. Andrea Moda arrive en Formule 1 dans 2 ans, mais pour le moment il y a Colony, Heureux-Brun ou encore Life. Donc bon. Puis Ecclestone était patron de Brabham, un petit constructeur également, pas une firme internationale de l'automobile. Donc, tonton Bernard, tu déconnes.
De plus, Peugeot annonce son arrivée pour les 2 dernières courses du championnat, chose qui normalement est interdite. Mais vu que Peugeot c'est un gros constructeur qui apporte des moyens importants, eh ben il faut les soigner, du coup on leur autorise. Mais revenons au calendrier, et plus précisément au cas des 24 heures du Mans. Balestre intègre de force les 24 heures au calendrier 90 sans même consulter la CO qui reste sur ses positions concernant les droits télé. Du coup, on ne sait pas s'ils y seront, donc les constructeurs essaient d'anticiper en se serrant les coudes. Si les 24 heures du Mans ne font pas partie du calendrier, Jaguar, Sauber et Nissan ne viendront pas. Voilà qui met un petit peu plus de pression sur la CO. Et ce n'est pas fini pour l'Automobile Club de l'Ouest qui voit Jean-Marie Balestre leur imposer 2 chicanes dans les Hunaudières. Vu que c'est également le président de la FFSA, il peut leur retirer l'homologation, ce qui voudrait dire que les 24 heures du Mans disparaîtraient. La CO n'a pas le choix, le record de 408 km/h ne sera pas battu. Face à toute cette pression, la CO aménage 2 chicanes dans la ligne droite et au final, les 24 heures du Mans 90 ne feront pas partie du championnat. Encore un coup dur pour le championnat du monde d'endurance. Avec les C9 puis rapidement avec les C11, Sauber Mercedes remporte toutes les courses de la saison sauf une qui tombe entre les mains de Jaguar. C'était l'épreuve de Silverstone, qui est revenue au calendrier comme Monza. En fin de saison, à Montréal, l'avenir débarque. La Peugeot 905 fait ses premiers tours de roue avec Jean-Pierre Jabouille et Keke Rosberg. Le 3,5 litres Atmo se fait entendre. Bon, ils abandonnent au Canada et terminent à 8 tours des premiers à Mexico. Quant aux 24 heures du Mans 1990, Nissan et Jaguar ont rompu leur pacte et sont venus en Sarthe. Sauber Mercedes ont, eux, tenu parole. Bref, victoire de Jaguar avec Nielsen, Cobb et Brundle dans la Sarthe. La seule course populaire de la saison dans le sens où toutes les autres courses de 4 heures n'étaient qu'un bide. Beaucoup de privés n'ont pu suivre et les grilles de départ se vident. Et c'est la même chose pour les tribunes. C'est joyeux tout ça. 1991 marque les vrais débuts du sport 3,5 litres. Peugeot rejoint alors à plein temps les grilles et engage 2 voitures pour le championnat. On retrouve Alliot, Baldi, Rosberg et Dalmas comme pilotes. Jaguar nous présente sa nouvelle XJR14 designée en grande partie par Ross Brown et qui sera pilotée par Warwick, Brundle, Brabham et Fabi. Quant à Sauber Mercedes, la C291 voit le jour, mais on est prudent chez Peter. Cette nouvelle voiture sera confiée à l'équipage des jeunes pilotes, Karl Wendlinger et Michael Schumacher. Quant aux expérimentés Schlesser et Mass, ils poursuivront avec la C11. Et Porsche là-dedans ? Eh bien, Porsche n'a pas suivi cette nouvelle réglementation trop onéreuse et reste avec ses vieilles 962C, désormais sacrément bridées et lestées. Et oui, il ne faudrait pas qu'elle fasse de l'ombre aux nouvelles générations. Attends, j'avais pas dit que pour 91, tout autre moteur autre que les 3,5 litres atmosphériques serait interdit? Oui, mais ils ont reposé cette date à 92. Puis, de toute façon, les groupes C font maintenant partie de la catégorie C2. Oui, comme ça, ils s'amusent dans leur coin, bien bridés, bien lestés, les 3,5 litres sont devant. Peugeot remporte la première course de la saison à Suzuka qui est pour le moins ridicule. Beaucoup d'abandons sur problème mécanique. Toutes les 3,5 litres ont abandonné sauf la Peugeot victorieuse. La Sauber C11, pourtant championne en titre, termine 2ème, mais complètement larguée, ça n'a pas de sens. Les moteurs V10 3,5 litres atmosphériques, c'est fait pour le sprint, pas pour l'endurance. On craint le pire pour la suite. Jaguar décroche la victoire lors des 2 courses suivantes. Les constructeurs se rendent compte que faire tenir des voitures de 750 kg au moteur allant jusqu'à 11 000 tours minute, ce n'est pas pareil que de faire rouler des voitures de 850 kg, mais n'allant qu'à 5 000 voire 6 000 tours minute, et avec un turbo pour extraire de la puissance. D'une part, c'est compliqué techniquement, puis d'autre part, ça coûte extrêmement cher. Beaucoup d'équipes se sont retirées, beaucoup de privés ne sont plus là, Porsche n'a pas suivi, parce que c'est absurde, et Nissan s'est retiré. Nissan, c'est un gros constructeur qui porte beaucoup d'intérêt aux 24 heures du Mans et au sport prototype. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais cité beaucoup de patrons d'équipes historiques. Et parmi eux, le vainqueur des 24 heures du Mans 84 et 85, Reinhold Jost, a fait ses valises. Il est parti. Ah, les 24 heures du Mans 91 s'annoncent particuliers. Oui, parce que le Mans fait de nouveau partie du championnat. Pour être sûr d'arriver au bout, Jaguar et Sauber jouent avec le règlement. Ils envoient respectivement leur XJR14 et leur C291 faire des tours extrêmement lents en qualification. Comme ça, ils sont sûrs que ces voitures ne prendront pas le départ. Parce que ça tiendra pas. Du coup, ils se rabattent sur les XJR12 et les C11, les groupes C. Par contre, pour Peugeot, il n'y a que peu d'espoir, et Jean Todt le sait, il ne compte pas aller au bout de la course. Si réglementairement parlant cette édition de 91 est scandaleuse, on assiste à un moment historique. La bagarre pour la victoire est très intéressante. Les Peugeot ont été balayés rapidement, mais les Jaguar, Porsche et Mercedes se retrouvent challengés par la surprenante Mazda 787B à moteur rotatif. Et c'est la japonaise qui s'impose avec Gashio, Herbert et Weidler.
Surprise. Mais de toute façon, cette voiture ainsi que toutes les autres n'étant pas équipées de moteurs 3,5 litres atmosphériques seront bannies en 92. Là, plus personne n'est dupe, on se doute bien que l'endurance est en train de crever. Et est-ce que j'en parle des courses qui ont été prévues au calendrier, puis annulées, puis replacées ou déplacées, puis tout simplement annulées? Non, c'est assez compliqué comme ça. Cette saison 1991 se termine à Autopolis par une victoire de la Sauber C291 pilotée par Michael Schumacher et Karl Wendlinger. Jaguar remporte cependant le championnat du monde. Et s'en va. TWR s'engage en Formule 1, notamment avec Benetton. C'est là où on retrouvera Tom Walkinshaw et Ross Brown, mais ce ne sont pas les seuls à partir. Sauber Mercedes s'en va également, direction la Formule 1. Le piège d'Eccleston a fonctionné. Sans parler de ceux qui ne peuvent plus rouler, comme Porsche. Face à cette perte massive de constructeurs, la FIA, désormais présidée par Max Mosley, se retrouve obligée d'annuler le championnat 92. Bah ouais, il n'y a que Peugeot qui est sûr de participer. Mais finalement, après quelques petites réunions et quelques coups de pression de part et d'autre, le championnat 92 aura bien lieu, avec Peugeot, Toyota, Mazda et quelques petits constructeurs. Et quand je dis quelques, il y en a deux. Cette année est extrêmement triste et ridicule pour l'endurance. Pour la première course à Monza, seules 12 voitures sont présentes et seule la Toyota numéro 7 de Lise et Ogawa termine la course. À Silverstone, seules 4 voitures arrivent au bout et on se pose de sacrées questions pour Le Mans. Les C2, donc les C1 de l'âge d'or, donc Porsche, Porsche 962C, sont autorisés à revenir, mais tellement bridés et lestés qu'espérer un résultat honorable n'est que pure fantaisie. À l'époque du groupe C, l'épreuve phare du championnat du monde d'endurance comptait une cinquantaine de voitures. Il n'y en a que 28 en 92. Peugeot remporte l'épreuve avec Warwick, Dalmas et Blundell devant une Toyota, mais l'avenir du championnat du monde d'endurance est très incertain. Peugeot remporte les autres courses de la saison et remporte ainsi le championnat du monde. Le 18 octobre 1992 se tient à Manicourt, l'ultime épreuve du championnat du monde d'endurance créée en 1953. Il ne voit que 8 voitures d'engagés, 3 Peugeot, 2 Toyota, une Mazda et 2 Spice. Ce championnat qui fut si prestigieux et si représentatif du sport automobile meurt définitivement dans le ridicule le plus total. La FIA et la FOCA ont tout détruit, il ne reste plus rien. Le championnat du monde d'endurance, connu comme le championnat du monde de voitures de sport, n'existe plus. Dès 1993, l'ACO reprend le contrôle de sa course et abaissera les critères d'engagement. Des prototypes des championnats nationaux peuvent concourir, les groupes C peuvent revenir et les GT font leur grand retour. Mais pas de championnat du monde. Les équipes doivent alors se contenter d'autre chose. Depuis 82 et le groupe C, il y a eu une forme de scission entre l'Europe et les États-Unis. Entre les instances, je parle, parce que réglementairement parlant, c'était similaire. D'ailleurs, les Porsche 956 ou 962C sont allés gagner à Daytona et à Sebring. Donc c'est pour dire que c'était assez proche dans ces instances. IMSA d'un côté et FIA de l'autre. Mais malgré tout, aux États-Unis, les règlements techniques étaient un petit peu plus permissifs. C'est justement là-bas que se trouve dorénavant le plus gros championnat d'endurance avec l'IMSA GT. Mais d'autres championnats vont venir se faire une place au soleil, comme le BPR, un acronyme des 3 créateurs, Jürgen Bars, Patrick Peter et Stéphane Rattel. Cette catégorie fournira les mythiques McLaren F1 qui remporteront les 24 heures du Mans 95. Puis ce championnat sera repris en 97 par la FIA qui lancera donc le FIA GT, ce qui conduira la mythique réglementation des GT1, repris par la FIA mais organisé par le SRO. Les protos auront quant à eux le championnat FIA Sport Car Championship, mais il ne durera pas longtemps. Il faut alors compter sur l'idée de Don Panos en 99 qui crée l'American Le Mans Series avec la permission de l'ACO. Puis des dérivés de l'ALMS vont apparaître, comme l'European Le Mans Series ou l'Asian Le Mans Series, voire même le Japan Le Mans Challenge. Le plus prestigieux reste malgré tout le championnat américain, mais l'ACO va créer en 2004 le Le Mans Endurance Series, renommé Le Mans Series en 2006. Il n'y a plus de championnat du monde, mais il y a des championnats de proto et de GT partout autour du monde, où les réglementations sont très similaires. On y voit de grands noms dans les plus grandes courses d'endurance s'y retrouver et se battre. Audi, Pescarolo, Oreca, Porsche, Ferrari, Corvette et Peugeot à partir de 2007. Mais en 2010, l'ACO va relancer l'idée d'un championnat du monde.
l'Intercontinental Le Mans Cup est créé en 2010. Et pour le coup, c'est un championnat du monde d'endurance basé sur les réglementations des 24 heures du Mans. Un petit championnat du monde. Parce qu'il n'y a que 3 courses en 2010, les 1000 km de Silverstone et de Zouhai, ainsi que le Petit Le Mans. Mais c'est un début. En 2011, le calendrier est bien plus crédible avec les 12 heures de Sebring qui comptaient aussi pour la LMS, le Petit Le Mans, mais aussi les 1000 km de Spa, les 6 heures d'Imola, de Silverstone et de Zouhai, mais surtout les 24 heures du Mans. Ouais, Le Mans est de nouveau dans un championnat, une première depuis 92. C'était compliqué pour cette course pendant plusieurs années, mais maintenant, la formule est de nouveau claire. LMP1, LMP2, GTE Pro et GTE AM. Et lors de cette édition de 2011, la FIA et l'ACO annoncent la création du WEC, le championnat du monde d'endurance, celui qu'on connaît aujourd'hui. L'ILMC était une réussite, maintenant place au WEC et l'endurance retrouve son statut international. De plus, l'ACO et la FIA reprennent le LMS et la LMS sera renommée en 2013 WeatherTech Sports Car Championship, celui qu'on connaît aujourd'hui. 20 ans après la mort du championnat du monde d'endurance premier du nom, son héritier, le WEC, démarre à Sebring et c'est Audi qui s'impose avec Christensen, Capello et McNish. Peugeot a annoncé son retrait en début d'année et Toyota a été rappelé en urgence pour concurrencer l'ogre Audi. Mais la marque Ozzano garde l'avantage en décrochant les titres 2012 et 2013 qui voit Tom Christensen prendre son seul et unique titre mondial en endurance. Et oui, c'est une légende du Mans, pas du championnat du monde d'endurance. Ouais, bon après, je sais pas comment il aurait pu gagner un championnat qui n'existait pas. En 2014, la technologie hybride arrive et Porsche se joint à la fête. Nissan viendra aussi faire un petit coucou le temps d'une course. Une bataille à 3 intéressante sur tous les circuits du globe. À distance ok, mais souvent roue contre roue. Les éditions des 24 heures du monde de 2014 à 2017 seront d'ailleurs très disputées, quoique un petit peu traumatisantes pour les fans de Toyota. Mais la réalité, c'est que les coûts de ces voitures sont exorbitants. L'hybride coûte cher et ces LMP1 sont comparables à des Formule 1. Audi quitte le WEC fin 2016 et Porsche fin 2017. Donc ça n'aura duré que 5 ans, c'est ça? Mais contrairement à 92, les instances ne laissent pas tomber. L'ACO et la FIA se dépêchent de trouver une solution et arrangent les règlements pour que les voitures non hybrides engagées par des privés puissent se battre. On verra alors un match très déséquilibré arbitré par la BOP pendant plusieurs années entre Toyota, qui représente les ambitions de la FIA et de l'ACO, et les privés comme Rebellion ou SMP. Mais pour eux aussi, l'avenir semble se dessiner ailleurs. Et c'est le cas aussi pour les GTE qui voient pas mal de constructeurs partir, comme Ford ou BMW. D'ailleurs, le GTE laissera sa place au GT3 un petit peu boosté, le GT3 Plus en 2024. Mais l'ACO et la FIA n'ont pas regardé leur championnat mourir sans rien faire. Ils se sont associés avec l'IMSA pour créer un nouveau règlement, l'Hypercar. Ambitieux, certes, ce règlement a pour but de rendre son attractivité au sport prototype. Et ça marche. Beaucoup de constructeurs annoncent leur engagement pour l'horizon 2022-2023. Le WEC attend patiemment durant 2 saisons de transition, et cette année, à Sebring, un nouveau départ a été donné par le WEC qui récupère donc le flambeau. Ce flambeau, qui fut étouffé par des règlements irrationnels ou trop chers, voire complètement éteint pendant plusieurs années, semble de nouveau briller comme à la belle époque. Comme celle des Gentleman Drivers, des Fangio, Moss, Ascari ou Hawthorne, qui entre 2 week-ends de Formule 1 venaient s'affronter sur de plus longues épreuves au profit de leurs constructeurs. Ou encore, celle qui verra l'une des rivalités les plus intenses du sport automobile. Quand Ford donnait tout pour battre Ferrari, traduisant la fierté de 2 hommes très puissants et influents dans le monde de l'automobile. Ou encore, celle des groupes C qui, après plusieurs années de domination Porsche, ont vu des bagarres mémorables sur tous les circuits du monde entre quelques-uns des meilleurs pilotes, patrons d'équipe, ingénieurs ou constructeurs. Ou encore, peut-être l'époque que ce flambeau n'a jamais éclairé, quand il était éteint et que se retrouvaient dans la Sarthe tellement de constructeurs que je ne pourrais pas vous les citer en étant sûr d'oublier personne. Ouais, après des années noires, le championnat du monde d'endurance a retrouvé son prestige. Retracer l'histoire du championnat du monde d'endurance, c'est se replonger dans 70 ans d'histoire de sport automobile. 70 ans dans lesquels on retrouve quelques-uns des bolides les plus mythiques au monde. L'endurance est certes très différent de la Formule 1, mais leurs récits sont très similaires. Évidemment, je n'ai pas évoqué bon nombre d'anecdotes, de faits, de détails techniques ou réglementaires, mais j'ai essayé de vous raconter l'histoire du championnat du monde d'endurance avec le meilleur équilibre possible. À la base, je ne devais faire qu'une seule vidéo, puis pris dans l'élan, je me suis dit, bon allez, on va faire 2 parce que il faut le temps de traiter le sujet. Finalement, on en a fait 3.
si jamais vous voulez vous intéresser un petit peu plus à l'endurance, je vous invite à aller regarder par exemple notre triptyque sur le scandale des 24 heures du Mans, donc qui retrace vraiment les années noires du sport prototype de la fin des années 80 aux années 90, une petite série que j'ai faite avec le Dormeur du Val, donc si jamais il y a beaucoup plus de détails là-dedans. Sinon, je peux vous conseiller la playlist Le Mans qui est disponible sur ma chaîne, et sinon je vous mets dans la description le lien de la chaîne 86 400 de Laurent Chevaux qui vous parle précisément de beaucoup d'anecdotes des 24 heures du Mans, beaucoup de moments, des règlements, des histoires, tout ça, donc allez-y si jamais vous voulez en savoir davantage. Et dites-vous que ce triptyque déjà bien chargé en termes de paracétamol n'est qu'une mise en bouche pour une prochaine série qui nous amènera au centenaire des 24 heures du Mans. D'ici là, vous savez quoi faire sur la plateforme. Si ce triptyque vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous ai mis quelques liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux en description, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le championnat du monde d'endurance. À la prochaine. Yes! Je suis content parce que je suis content de cette série en fait. Let's go. Putain. J'ai fait péter ma lampe en mettant un coup de poing. Ah, ça c'est l'euphorie du travail fait, tu vois, du travail où tu as le sentiment d'avoir fait du bon boulot. Là, c'est bien. Je sais même pas si vous me voyez là, mais je vais frimer un peu, je vais marcher comme ça, je vais faire ouais, j'en ai chié. Non, au final, je vais juste m'asseoir et faire le montage. Ouais. Ouais, c'est oui, ascenseur émotionnel. Non, mais je suis content. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce que je suis vraiment content. Je me suis dit au début, ouais, il va me falloir une écriture, aller peut-être un petit peu plus longue que d'habitude par rapport à une vidéo un peu plus classique. Finalement, j'ai passé 2 semaines comme un idiot dans l'ordinateur pour essayer de vous sortir le meilleur résultat possible sans aller non plus trop dans le détail, parce que sinon on allait se perdre. Il fallait résumer le championnat, que vous compreniez bien le championnat. Et de toute façon, ces petits détails auxquels je suis passé à côté, ça donnera lieu à d'autres vidéos un petit peu plus pointues, d'autres moments d'histoire. Enfin bon, bref. D'ici là, je vais me laisser un peu tranquille. Des bisous!